Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Sylvain Garcia. Je suis directeur avant-vente chez BlueMind et cofondateur. Et donc là, c'est pour vous présenter un peu le travail qu'on a effectué avec OpenIO sur BlueMind, qui est une messagerie collaborative. Alors, je vais me mettre plutôt de l'autre côté. Donc, le sujet, c'est faire une messagerie scalable avec BlueMind et OpenIO. Déjà, c'est comprendre ce que c'est qu'une messagerie scalable. Une messagerie, c'est une brique particulière parce que c'est une brique d'infrastructure, comme peut l'être du stockage ou autre, sauf que en face, on ne va pas s'interconnecter avec d'autres systèmes directement, on va avoir des utilisateurs finaux. Donc le but, c'est de servir les utilisateurs finaux. On ne va pas parler d'héberger des boîtes aux lettres. Héberger des boîtes aux lettres, on peut le faire, mais en face, il faut aussi que le logiciel offre le service qu'a besoin l'utilisateur. Donc une messagerie scalable, c'est avant tout de permettre de servir un nombre croissant d'utilisateurs, et on ne parle pas d'un grand nombre d'utilisateurs, parce que scaler, ça veut dire pouvoir gérer cette croissance. On peut designer une grosse infrastructure pour dire je gère des milliers de comptes utilisateurs, mais encore faut-il être capable d'atteindre ce millier d'utilisateurs et de le faire évoluer au fur et à mesure sans remettre en cause toute l'infrastructure. Donc c'est de là que part une messagerie, une infrastructure qui scale. Donc on va voir comment. Déjà, il y a deux choses à en prendre en compte. C'est le logiciel en lui-même, qui est une brique à part entière dans l'infrastructure, et la brique autre particulière sur laquelle il faut faire attention, c'est donc le stockage. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc le logiciel en lui-même, pourquoi ce sont ces deux briques-là? Le logiciel, il faut faire attention, parce que on va faire il va y avoir beaucoup de fonctionnalités, et il faut que sur chaque fonctionnalité utilisée par l'utilisateur, on puisse envisager qu'il y ait des besoins à faire évoluer et donc scaler sur ces fonctionnalités-là. Et en plus de ça, donc on va avoir le stockage qui lui va s'interfacer avec le logiciel de messagerie et qui va permettre de soutenir au niveau performance et scalabilité la messagerie. Donc en détail, il faut savoir que d'abord, sur la messagerie, grosso modo, il existe deux types de besoins de messagerie. Il y a les messageries opérateurs et les messageries entreprises, qui sont deux messageries différentes, avec des besoins différents. Les besoins, un opérateur, grosso modo, son besoin initial, c'est de fournir du mail à son utilisateur. Vous prenez un Free, un Orange, etc. Vous pouvez avoir des fonctionnalités collaboratives, un agenda, etc. Mais je suppose qu'il n'y a personne d'entre vous qui va utiliser son agenda de son mail de chez Free ou de chez Orange, etc. Ce qu'on va utiliser surtout, ce que les opérateurs ont besoin, c'est de gérer du mail. Point barre. Donc il faut savoir scaler sur du mail. Une messagerie d'entreprise va beaucoup plus loin. Bien sûr, on va gérer le mail, on va pouvoir scaler sur du mail, mais en plus de ça, on va avoir toutes les fonctionnalités collaboratives sur lesquelles on va pouvoir monter en puissance. Mail, agenda, contact, tâches, tout ce qui est mobilité, les smartphones. Maintenant, on parle aussi de transfert de fichiers, de drive, et surtout une chose importante, une messagerie d'entreprise, elle n'est pas là toute seule, elle est là pour s'interconnecter au reste du système d'information. Et donc, utiliser soit des briques d'infrastructure ou logiciels et s'interconnecter avec tout ce SI. Là où une messagerie opérateur, elle vit grosso modo toute seule dans son coin. Donc avant d'aller plus loin, juste vous présenter déjà ce qu'est BlueMind, rapidement. Donc BlueMind, c'est donc une messagerie d'entreprise qui va gérer donc, toutes les fonctionnalités collaboratives que je vous ai présentées juste avant, et donc va être aussi capable, puisqu'on gère le mail, de gérer des messageries d'opérateurs sans problème. BlueMind, c'est une alternative aux solutions de messagerie collaborative américaines que vous connaissez sans doute, Exchange, Office 365, Google et autres. Et BlueMind est disponible en on-premise, installation sur site chez nos clients, ou en SaaS avec des partenaires hébergeurs comme du Scalaire ou autres qui sont capables d'héberger et de faire vivre la messagerie de l'entreprise.
Donc Bluemind, c'est avant tout les fonctionnalités qui sont disponibles via une interface web. Cette interface web se veut être ergonomique puisqu'on est vraiment en face des utilisateurs finaux, donc une ergonomie assez fluide et une gestion du mode déconnecté directement dans le navigateur. On va vraiment avoir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles via le web sans forcément vouloir utiliser un client lourd. On est quand même assez large sur le fonctionnel. Bien qu'on ait un focus sur l'aspect web, on va supporter aussi les clients lourds type Outlook, Thunderbird, en rajoutant soit des plugins pour rajouter toutes les fonctionnalités collaboratives qu'on trouve en entreprise, mail, contact, tâches, etc. Sur un périmètre qui est défini ici là, avec les petits pictogrammes, donc mail, contact, agenda, tâches, gestion de fichiers, synchronisation mobile sur tout type de périphérique. Donc vraiment un panel large sur les fonctionnalités d'une messagerie d'entreprise. Donc, comment scaler avec Bluemind ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc là, ce que je vais vous présenter d'abord, c'est la partie logicielle, parce que l'un des premiers slides que je vous ai montré. Et je basculerai petit à petit comment scaler sur l'aspect stockage. Donc sur Bluemind, il va falloir prendre en compte différentes choses, et notamment les différents composants que forme une messagerie pour offrir le service auprès des utilisateurs. Dans Bluemind, nativement, l'administration se fait via une console web d'administration. On va pouvoir définir à chaque serveur tout un tas de rôles qui sont définis ici. Donc on va avoir des serveurs de stockage, des serveurs SMTP, des serveurs IMAP, etc., des serveurs pour la synchronisation mobile. Tous ces services-là vont pouvoir être identifiés sur chaque serveur. Une fois qu'on a défini notre infrastructure, les différents rôles dont on a besoin, on va pouvoir définir des serveurs. Donc là, c'est un peu petit, mais on va avoir un tableau qui va nous permettre de créer des serveurs et d'affecter les rôles à chaque serveur. Donc je vais avoir petit à petit mon infrastructure qui va se construire directement dans l'interface d'administration. Comment ça se passe dans la réalité ? Bien souvent, quand on est en discussion avec des partenaires hébergeurs ou autres, comme je vous le disais, il faut prévoir de supporter un grand nombre d'utilisateurs qui va augmenter petit à petit. Plutôt que de sizer l'infrastructure directement sur le potentiel, on va sizer l'infrastructure sur ce qu'il y a actuellement et voir après comment on va faire pour sizer et faire évoluer l'infrastructure. Donc si on prend un exemple d'une petite installation de Bluemind sur un seul serveur, on va installer Bluemind et sur ce serveur-là, on va lui affecter tous les rôles, tous les services. Donc on va supporter jusqu'à peut-être 2000 utilisateurs, ça va dépendre après 2000, 5000, ça va dépendre de l'utilisation, du stockage, de pas mal de paramètres. Mais grosso modo, on va pouvoir avoir tous les services fonctionnels directement sur un seul serveur. Petit à petit, par rapport à la vie de la société, on voit que les usages évoluent. Pardon, excusez-moi. Et dans Bluemind, par exemple, la première brique qu'on va devoir éclater, ça va être le serveur d'indexation. On intègre tout ce qui est mécanique, Elasticsearch, etc. à l'intérieur. Donc on va pouvoir éclater ce service d'indexation au fil de l'utilisation. On n'a pas besoin de redessiner l'infrastructure. On va installer un nouveau serveur sur lequel on va affecter un rôle d'indexeur et le service va se déporter. On va pouvoir aussi éclater le cœur de Bluemind si il y a beaucoup d'appels qui sont faits si le cœur de Bluemind est très soutenu. Au fur et à mesure, on va pouvoir, au départ on avait pris un seul Elasticsearch, on va pouvoir en popper plusieurs, parce que on trouve que les utilisateurs font beaucoup de recherches ou pour des besoins particuliers, parce que j'ai une brique tierce qui vient se connecter sur Bluemind pour faire des recherches sur les mails, pour traiter du mail de façon intelligente. Donc je vais pouvoir, toujours pareil, via mon interface d'administration, venir popper différents serveurs Elasticsearch qui vont venir soutenir cette utilisation-là. Et donc on voit déjà qu'à partir d'un seul serveur,
j'ai conçu au fur et à mesure des besoins et de mon utilisation, j'ai fait grossir mon infrastructure. Et là, on va pouvoir faire exactement ce type de déploiement sur la totalité des composants de BlueMine, le petit screenshot que vous aviez avec tous les rôles. Donc on peut venir rajouter, si on a beaucoup de périphériques mobiles qui viennent à synchroniser, puisque tout le monde va utiliser son smartphone plus ses tablettes, etc., avec un usage avancé, on va pouvoir même externaliser la partie applicative, dire ben, le serveur de synchronisation, je vais le sortir. Et on va pouvoir faire tout ça sur la totalité des composants, que ce soit mettre plusieurs serveurs de synchronisation de mobile, externaliser l'application mail, externaliser l'application calendar, en mettre 2, en mettre 3, etc. et multiplier le nombre de corps. Donc on va pouvoir vraiment gérer la totalité des services et les faire grossir au fur et à mesure. Sur le mail, donc là, je vous ai présenté la partie logiciel pur de BlueMine, la partie métier collaborative. Là, si on fait un focus sur l'aspect mail, parce qu'on parle quand même de messagerie collaborative, la problématique, c'est que le mail, ça génère la plus grosse inquiétude dans les DSI. C'est un service primordial. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de mail dans une entreprise, il n'y a plus personne qui peut travailler. Et donc, il faut faire très attention à comment est architecturé ce service-là. Ça génère un gros volume de données. Quand on parle de scaler sur des services de calendrier ou de synchronisation, etc., c'est du processing, c'est d'accueillir un nombre de connexions croissantes, donc gérer tout ce qui est load balancing sur le réseau, etc., mais on ne va pas gérer de gros volumes de données. Sur le mail, en plus de gérer le trafic, il va falloir gérer la capacité à stocker ces données-là, et notamment d'y accéder en temps et en heure, de façon assez rapide pour que les utilisateurs, ça reste fluide pour eux. Donc gérer tout ce qui est volume et trafic. Donc il y a plusieurs façons de gérer le stockage. Si on prend quelque chose d'assez classique, on peut avoir côté BlueMind externalisé en fait les backends IMAP qui, pour la partie technique sur BlueMind, c'est un backend Cirrus pour ceux qui connaissent. Donc vous allez avoir un backend Cirrus avec un serveur classique et vous allez y attacher un serveur avec des disques durs locaux. La façon de scaler là-dessus, d'une, vous allez pouvoir multiplier les différents backends. Si il vous manque de la capacité de stockage, la façon simple, c'est d'acheter des disques durs et d'en rajouter. Donc on a quelque chose d'assez simple, c'est ce que tout le monde peut faire. Pour compliquer la chose, ou la simplifier, plutôt, on peut aussi y connecter une baie de stockage, accessible en NFS ou autre, où là vous allez centraliser votre partie stockage sur la baie, et vous allez avoir les différents backends IMAP qui vont venir aller attaquer cette baie-là. Bien sûr, cette baie, il faut qu'elle soit performante pour pouvoir délivrer sur tous les nœuds. Là c'est pareil, la partie pour scaler, pour rajouter du disque, c'est assez simple. Vous allez devoir rajouter des disques durs à votre baie, ce qui va permettre d'accroître votre capacité. La problématique, c'est que ce soit l'aspect disque ou l'aspect SAN, ce sont des architectures qu'il faut penser en amont. Forcément, quand vous avez un serveur avec un nombre de disques durs, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas en rajouter à l'infini. Suivant les technos de disques durs que vous allez pouvoir les changer, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir penser. Il va falloir peut-être remettre un autre serveur. C'est des choses compliquées qu'il va falloir vraiment gérer en amont. Tout ce qui est réplication et haute disponibilité, j'ai pas fait le focus sur la partie sur les schémas, c'est aussi des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Quand vous avez des disques durs physiques sur des machines physiques, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place une réplication entre les serveurs pour gérer cette haute disponibilité de stockage. Côté B, ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir une baie qui va gérer le stockage du quotidien. Il va falloir mettre une réplication sur une autre baie pour pouvoir prendre le relais.
Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut penser en amont et des choses qui peuvent être très coûteuses, que ce soit en termes matériels. Une baie, c'est pas donné. Et quand vous commencez à faire de la réplication avec de la baie, vous allez acheter vos licences qui vous permettent de faire la réplication avec vos baies. Ça non plus, c'est des choses qui sont pas données. En termes de performance aussi, il faut faire attention. Il y a des choses qui existent et qui permettent de diminuer les coûts d'infrastructure tout en ayant plus de performance. C'est tout ce qui est tiering. Donc vous avez des baies qui vont être capables de faire du tiering hard. Donc tiering, je rappelle, c'est pouvoir déplacer les données et les mettre soit sur des disques rapides ou lents, des disques durs plus coûteux ou moins chers. Donc ça, vous avez des baies qui vont être capables de le faire directement. Après, même BlueMind, nous, côté logiciel, on est capable de gérer ça aussi et déplacer des mails côté serveur sur des disques durs qui sont plus lents. Donc on va pouvoir gérer tout cet aspect-là. Mais on voit direct qu'on rentre on complexifie vraiment l'architecture. Et c'est là que rentre en jeu OpenIO. Donc on a travaillé avec OpenIO pour s'interconnecter entre BlueMind et OpenIO. La partie stockage de OpenIO va permettre à tous les backend IMAP d'aller taper sur un seul stockage de type OpenIO. On ne va pas s'occuper de savoir où est stockée la donnée, si elle est à un endroit ou à un autre. Le service OpenIO va pouvoir nous transmettre la donnée en fonction du backend. Et l'avantage, c'est que côté OpenIO, si on veut gérer tout ce qui est haute disponibilité, là où c'était un vrai problème sur les architectures de type disque classique, on a exactement le même schéma. On n'a pas besoin de la gérer puisque c'est quelque chose de natif chez OpenIO. Les avantages, c'est que côté OpenIO, on va pouvoir y stocker du mail, avoir de la performance, gérer toute la haute disponibilité. Je ne vous refais pas la presse de ce matin qui vous explique comment on pop les nœuds et comment on les réplique, etc. On va pouvoir y stocker pas que du mail, on va pouvoir aussi y stocker toutes les fonctionnalités de drive, de transfert de fichiers volumineux, etc. Tout ça, on va pouvoir gérer tout ça sur un seul et même stockage qui va nous garantir d'une, les performances, et de deux, tout ce qui est haute disponibilité. De plus, OpenIO va pouvoir s'intégrer dans le SI de l'entreprise, au même titre que BlueMind, comme on va pouvoir y stocker différents types de documents, mail ou fichiers, etc. De la même façon, les entreprises vont pouvoir l'utiliser dans le reste de leur infrastructure. Et le gros avantage, ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, on a un aspect de scaling qui est naturel via l'utilisation d'OpenIO. Donc, j'ai Guillaume à côté qui va nous détailler peut-être un peu plus l'aspect peut-être technique sur OpenIO, sur ces aspects mail, parce qu'il y a des aspects particuliers sur l'historique d'OpenIO. C'est ça, des antécédents dans le domaine. Oui, alors c'était pas tout à fait prévu que j'intervienne pendant la présentation de BlueMind, mais je voulais juste reparler pour ceux qui connaissent moins OpenIO et en tout cas l'histoire d'OpenIO. Voilà, cette partie-là, c'est clairement l'ADN d'OpenIO. On a créé OpenIO en 2006, on a commencé à réfléchir au développement de cette solution en 2006 et on l'a implémenté en 2007 pour le use case de l'email. À cette époque-là, on gérait les plateformes d'Orange grand public, donc 50 millions de boîtes mail. Il y avait des dizaines de milliards de mails à stocker. On gérait les plateformes SFR, les plateformes de feu, Neuf, CGTL, toutes ces plateformes-là, Dartybox Mail, c'était le tout premier à passer sur OpenIO à l'époque. Et donc voilà, je voulais vraiment en parler parce que, en plus, au-delà de cette partie email, qui est vraiment ce qui nous a fait créer OpenIO à l'origine, et c'est vraiment ça notre histoire, le partenariat avec BlueMind est encore le plus confortable pour nous. Je connais des gens qui sont dans l'email depuis un moment dans la salle. Il y a des concurrents dans l'email, comme il y a des concurrents dans le stockage. Mais là, BlueMind est basé sur Cirrus et nous, toutes nos plateformes ont été construites sur Cirrus à l'époque. Donc c'est vraiment un partenariat pour nous qui est simple et efficace. Je pourrais rentrer dans tout le détail technique de pourquoi Cirrus, donc BlueMind, Cirrus, OpenIO
fonctionnent très bien ensemble, des features spéciales à l'intérieur d'OpenIO qui permettent d'être efficaces dans le mail. Je vais en citer qu'une, mais l'email est un système qui fonctionne sur des boîtes mail de end-user. Et ça nécessite en fait derrière de créer, pour ceux qui connaissent l'S3, un bucket S3 ou ce que nous on appelle un conteneur. Et voilà. Et toutes les solutions aujourd'hui ne sont pas capables, comme on faisait sur Orange, de créer 50 millions de buckets avec chacun des droits, avec aussi parfois des clients VIP qui répliquent sur plusieurs sites, d'autres qui ne le sont pas, qui ne répliquent pas ou qui répliquent sur un seul site, de pouvoir faire de la granularité comme ça à la boîte, qui vaut chez nous un conteneur. Et ça apporte aussi chez nous des features extrêmement importantes pour email, comme la capacité de lister au compte, enfin je vais dire bucket parce que le terme est plus connu, au bucket. Est vraiment intéressant dans le cadre de l'email. Et après, il y a d'autres choses qui arrivent, notamment avec le Cirrus Murder, mais ça, c'est encore dans les tuyaux. Mais voilà, je voulais juste repréciser un peu tout ça sur vraiment le partenariat Bluemind et Cirrus. C'est vraiment pour nous la zone de confort. Et voilà, donc c'est vraiment pour nous un plaisir de pouvoir travailler que là-dessus, parce que voilà, en même temps, c'est un peu notre histoire. Nous, on s'est un peu écarté du mail. Parce qu'à l'époque, on gérait aussi nous-mêmes les plateformes mail. Je parle couramment l'IMAP, le LMTP et le POP. Moins maintenant, mais à l'époque, je savais très bien. Et voilà, nous, on s'est un peu écarté de ça. Donc voilà, donc c'est vraiment l'intérêt de ce partenariat avec Bluemind là-dessus. Dernier petit point, c'est vrai que tu l'as déjà introduit, mais c'est aussi quand il parlait d'intégration dans l'ICI, on en parlait tout à l'heure. C'est que voilà, ça va être la solution. OpenIO va se mettre en back-end pour Bluemind, mais il pourrait être aussi en back-end pour le système de partage de fichiers, en back-end pour le système aussi le Dropbox-like maison, va être aussi le back-end pour les backups en local dans la société. Donc c'est vraiment, après pour OpenIO, l'idée de construire un back-end unique à destination des entreprises pour stocker toutes leurs données, du mail jusqu'aux autres use cases en interne. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste un petit point sur la partie scale, forcément tu en parlais, le mail c'est quelque chose qui scale constamment, c'est pour ça aussi qu'on a créé OpenIO à l'époque. Si je refais le focus sur l'email, c'était en 2006 au moment où les gens popaient tous leurs emails et les stockaient en local sur leur PC, et on a shifté sur du webmail et de l'IMAP où les gens ne téléchargeaient plus leurs mails, donc tout restait sur les serveurs. Et c'est à cette époque là que nous, notre plateforme a explosé pour Orange. On rentrait, et c'est pas une blague, des smearmorks de NetApp. Je sais que quelqu'un ici il a déjà vu ça, un ancien collègue. Donc économiquement, c'était plus tenable de rentrer des smearmorks de NetApp comme ça, et c'est pour ça qu'on a réfléchi à une solution disruptive. Et c'est comme ça qu'est né OpenIO en fait. Donc voilà. Des questions sur oui. Grid apps. Alors c'est des sujets. Alors c'est des sujets. Aujourd'hui c'est pas le cas, mais c'est des sujets sur lesquels on réfléchit et on travaille. Je sais pas. En fait, là, c'est l'idée du Cirrus Murder aussi, qui va permettre en fait de scaler le Cirrus Murder. Le principe, c'est que le serveur mail qui aujourd'hui avait du stockage attaché, tu me coupes si je dis des bêtises, hein, avait du stockage attaché et ce qu'on appelle stateful, c'est-à-dire que l'utilisateur qui a son mail sur ce serveur-là doit aller sur ce mail-là, sur ce serveur-là. Ce serveur-là tombe, peu importe ce qu'il y a à faire, la donnée est là. Et donc ça, c'est tout le principe du Cirrus Murder, c'est de dire que le serveur mail devient stateless. C'est-à-dire qu'on peut en spawner autant qu'on veut en fonction de la charge. Et après, c'est le back-end de stockage qui permet en fait à ces services d'en déployer autant qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont qu'un back-end de stockage pour tout le monde. Exactement, c'est ça l'idée derrière. Sur la partie Grid for Apps dans l'email, ce qu'on faisait à l'époque, notamment pour tous les grands telcos français, c'était de l'analyse antivirus, de l'indexation full text des emails. On crée aussi des petites bases de données en interne pour chaque client pour faire le calendar. Donc chaque client, en plus de son espace, de son conteneur de stockage, avait un conteneur aussi pour stocker dans les métadonnées la partie calendrier, contact, tout ça. Donc c'était plutôt sur cette partie-là de traitement, je veux dire, des emails. Donc tous les traitements, antivirus, indexation, voilà. C'est ces traitements-là qui étaient intégrés en back-end dans le Grid for Apps. L'idée, oui, à terme, ce serait d'avoir dans un design parfait, c'est ce que nous on vise à faire sur le stockage chez OpenIO, c'est que chaque serveur fait la même chose. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi, du coup, quand je scale autant la partie stockage, si je parle d'OpenIO, de stockage, de métadonnées, aussi de puissance avec le Grid for Apps, d'analyse d'antivirus, de puissance d'indexation,
et de serveurs email, aussi de front-end email, et voilà, et d'avoir en fait une scalabilité où quand j'arrive à ma limite, je peux scaler en rajoutant une brique qui fait tout. Donc une scalabilité vraiment linéaire sur tous les points. Je ne dis pas que c'est la meilleure architecture dans tous les besoins, parce que peut-être que le front-end n'a pas besoin d'être scalé au même rythme que le stockage, c'est possible. Mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir un peu une uniformisation et du coup une industrialisation des déploiements. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. D'autres questions? Eh bien merci.